Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 8 octobre 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, focus marché, en commençant donc par les places européennes qui ont finalement terminé sur une note, on va dire, hésitante hier au terme d'une séance qui était dominée par les incertitudes après la décision de Donald Trump de geler les négociations sur le plan de relance économique aux États-Unis. Toutefois, on s'est rendu compte que les indices européens ont réduit leur écart, voire même effacé leurs pertes au fil de la journée. Alors que Wall Street a rebondi très fortement, les investisseurs semblent en tout cas s'appuyer désormais sur l'espoir de mesures sectorielles ou ciblées. De plus, aux US, Wall Street a terminé en hausse de quasiment 2% hier, puisque les investisseurs, voulant croire que la place politique américaine finira par s'entendre sur la mise en place de soutien à l'économie. Malgré les quelques frayeurs et Donald Trump qui souffle le chaud et le froid, ce n'est pas une annulation, c'est pour l'instant un simple retard, même si cela est quelque peu dommageable pour les ménages américains. Finalement, on a des algos qui se déclenchent sur l'effet de mauvaises news et derrière la psychologie, en quelque sorte, les investisseurs ressortent un peu la tête de l'eau et se disent que pour l'instant, ce n'est qu'un retard et pas une annulation. De plus, quelques heures après avoir gelé les discussions sur un plan d'aide à l'économie jusqu'au scrutin présidentiel du 3 novembre, Donald Trump a en effet appelé le Congrès à voter rapidement un plan de soutien de 25 milliards de dollars pour le secteur aérien, 135 milliards de dollars d'aide aux petites entreprises et de verser 1200 dollars d'aide à chaque foyer américain. Finalement, Donald Trump retourne sa veste une fois de plus et les marchés apprécient le geste et donc ont été dopés par ces news hier. Enfin, autre argument aussi qui permet d'expliquer le regain d'appétit pour les actifs risqués, c'est tout simplement l'avance grandissante de Joe Biden dans les sondages sur les intentions de vote qui rendent probable un accord sur des mesures de relance plus importantes après la présidentielle. Donc, effectivement, pour rappel, Donald Trump estimait que les démocrates étaient quelque peu, comment dire, un peu le montant qu'il prévoyait, en tout cas pour le plan de relance, était quelque peu exorbitant selon lui, puisqu'ils ont dû diminuer de 750 milliards. Et si Joe Biden passe et gagne les élections présidentielles, on pourrait assister aussi à un nouveau plan de relance, en fait, pour venir combler l'écart qu'il y a actuellement entre le plan qu'a proposé les démocrates et le plan que souhaitent les républicains. On a quand même un différentiel de 750 milliards à peu près. Donc, si Joe Biden est élu le 3 novembre, encore une fois, on pourrait de nouveau assister à un nouveau plan de relance. Hier, dans la partie macro, je vous parlais justement des banques centrales, en vous disant que les marchés étaient quelque peu drivés et manipulés par les banquiers centraux qui injectaient énormément de liquidités. Et cette semaine, Christine Lagarde a encore fait gronder la presse à billets, puisque son bilan atteint un nouveau record. Il n'y a pas de limite, comme je vous le disais. Il faut soutenir les marchés quoi qu'il en coûte. Il faut injecter un maximum de liquidités pour éviter que les marchés s'effondrent. Et donc, la BCE, cette semaine, accélère l'expansion de son bilan, puisque le total des actifs a augmenté énormément, plus de 170 milliards, et on est passé à 6 705 milliards grâce à la prise de 157 milliards de prêts à long terme. On a aussi eu des ajustements de fin de trimestre qui ont quelque peu ralenti la hausse, mais on constate, hier je vous mettais un graphique et je vous disais que le bilan de la BCE avoisinait à peu près
si je ne disais pas de bêtises, 50% du PIB de la zone euro, eh bien, rectification, le bilan de la BCE est désormais égal à 66% du PIB de la zone euro. Donc, vraiment, on peut monter jusqu'à 66, 70, 80, voire même 100, comme l'a fait la BOJ, comme l'a fait la Bank of Canada. Vous voyez qu'il n'y a pas de limite dans les politiques monétaires ultra accommodantes. Peut-être que sur le long terme, il y aura un impact, mais pour le moment, les liquidités dopent et soutiennent la tendance. Et tant que les investisseurs ont confiance dans la politique que mènent les banquiers centraux, eh bien, les marchés devraient continuer à garder cette dynamique qui semble tout de même artificielle. Ici, un secteur intéressant à comparer, enfin du moins qui a le vent en poupe, tout simplement, des secteurs sur lesquels il faut se positionner sans donner de conseils en investissement, bien sûr, mais voilà, quels sont les secteurs qui vont de l'avant et quels sont les secteurs, au contraire, qui sont vieillissants. Ici, ce sont un chart qui représente les fintech par rapport aux banques US. Donc, on a en vert l'indice MSCI US des banques donc américaines, qui regroupe l'ensemble des banques américaines. Et ici, en noir, c'est l'indice des fintech. Donc, le terme fintech désigne généralement les acteurs technologiques qui bouleversent les secteurs bancaires et financiers en proposant des activités financières via la technologie. Et qu'est-ce que l'on constate? Eh bien que depuis 2017, tout simplement, la capitalisation mondiale des fintech a progressé de plus de 270%, quand celle des banques US a reculé de près de 30%. Donc, vous voyez à quel point, pareil, le nouveau monde, après Covid justement, et même bien avant Covid, on avait une accélération de la digitalisation. Donc, toutes ces sociétés, disons, vont l'avenir en quelque sorte, alors que les banques, elles, eh bien, on constate qu'on n'a quasiment pas de performance en fait depuis 2017. On plafonne, on latéralise, on est dans un range. Donc, les banques ont su comment dire, les banques ont su profiter de la crise grâce à leurs activités de trading. Mais c'est tout. Sinon, dans les services bancaires, ce sont les fintech aujourd'hui qui absorbent quasiment leurs activités et développent de nouvelles filiales, que ce soit bancaires et financiers pour les particuliers, voire même les entreprises, et donc se modernisent plus rapidement et se développent bien plus rapidement que les banques. Donc, encore une fois, pour celles et ceux qui ont des actions, toujours important de prendre du recul et de voir vers quoi le marché se tourne actuellement. On a beau même comparer avec la crise du Covid, hein, on voit ici chute du Covid, un crack dû au Covid. Derrière, les bancaires n'ont jamais réussi à reprendre de la hauteur, on plafonne, alors que les fintech, elles, de nouveaux plus hauts historiques. Et cet élan devrait perdurer au cours des mois, voire des années à venir, puisque les fintech sont tout simplement un secteur d'avenir. Côté graphique maintenant, on va s'intéresser au CAC 40. Alors, qui grimpe timidement, toujours doucement mais sûrement. Va-t-il aller chercher son gap? On atteint le pivot clé, les 4930 points. C'est ici que tout va se jouer. Si on parvient à casser ce niveau, donc là, oui, véritable accélération, risque d'invalidation du triangle, et donc d'aller chercher la MM200. Pour rappel, on a toujours cette ETI qui est en place. Pour le moment, n'est pas invalidée. Là, actuellement, donné 1 heure,
on a le sentiment que le marché est quand même dans un range de très court terme. Et donc, voilà, à surveiller. La sortie par le haut avec les 4930. Pour l'instant, celles et ceux qui se sont positionnés sur l'ETI, eh bien, elle est toujours valide. Elle sera invalidée techniquement si on repasse sous les 4768. Toutefois, sachez remonter votre stop rapidement, car c'est vrai que je trouve que l'objectif est un peu haut étant donné l'approche des élections américaines. Je verrais mal le CAC s'envoler d'ici là. Mais bon, tout est possible. À court terme, sinon, on est dans un range. Et vraiment, le niveau qui va m'intéresser, c'est la cassure des 4930. Effectivement, là, si on casse ce niveau, on peut viser une accélération pour aller chercher 4980, voire les 5000 points. Tout simplement pour venir, d'une part, combler ce gap, et d'autre part, venir enfin tester la MM200. Elle n'a jamais été testée depuis le crack. On s'en est approché ici. On l'a quelque peu effleuré, mais on ne l'a pas testé. Premier objectif, si on casse MM50 4930, on remonte le stop et on va chercher les 4980 et derrière, objectif final pour moi aux alentours de 5027 points. Concernant le DAX, pareil, on a l'impression qu'il est en train de nous gaper sa résistance hebdomadaire pour aller chercher son gap. Donc pour le moment, ça tient. C'est vrai que j'avais dit hier que je repasserais haussier sur le DAX si on cassait cette zone à 12 980 points. Et ce matin, elle a été gapée, carrément. Donc plutôt un signal de force acheteuse, en tout cas. En données 4 heures, on avait ce biseau et on a une sortie par le haut du biseau en plus. Donc, ce qui montre à quel point on a un flux qui est en train de s'installer. Donc, tant qu'on ne réintègre pas finalement ce biseau et qu'on ne fait pas un bull trap, eh bien, on est sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, dans une dynamique haussière. Donc, le DAX pourrait aller combler son gap à 13 100 points à court terme, surveiller la clôture et qu'on ne vienne pas refermer le gap, puisque là, on serait typiquement dans un scénario de bull trap et donc avec un risque de retour sous les 12 775. Et là, pour l'instant, en tout cas, la grosse résistance qui faisait vraiment barrage à 12 940, 12 980 points a été gapée à la hausse. Le flux acheteur a du mal à s'installer. C'est vrai qu'on ne part pas sur une bougie flux, mais je ne vois pas en tout cas ce qui bloquerait le marché dans l'immédiat pour aller chercher le gap situé à 13 100 points. Et en hebdomadaire, ça va être intéressant de regarder si la bougie confirme bien sa cassure au-dessus de cette zone. Le Dow Jones, eh bien finalement, invalidation de l'avalement baissier. C'est vrai que hier, en regardant les futurs, on était en train de retracer. Déjà sur les futurs, on prenait 0,8, complètement invalidé. Avalement baissier qui s'est caractérisé, on va dire, grâce aux algos surtout, qui ont vendu la mauvaise nouvelle de Donald Trump. Mais comme je vous le disais en introduction, les investisseurs reprennent leur sang-froid derrière et se disent que ce n'est pas une annulation, mais un retard, donc que le plan de relance verra quand même le jour. Il sera avec un retard de 4 ou 5 semaines, mais finalement, il n'est pas annulé. Donc, si vous voulez, cette dynamique qui a été insufflée depuis maintenant plusieurs séances, plusieurs semaines même, grâce au plan de soutien, eh bien, ne s'est pas détérioré. Malgré la mauvaise news de Trump, finalement, il retourne sa veste, il annonce, il dit au Sénat de se presser d'accepter de nouvelles aides concernant le secteur aérien et un nouveau chèque de 1200. Eh bien, le marché salue cette
initiative de Donald Trump. Et là, on a le sentiment que le marché devrait continuer sa course en direction de la borne haute du range. Là, on vient de casser ce niveau de résistance, 28 200. Sentiment qu'on est dans un range, je ne vois pas ce qui pourrait bloquer le marché à court terme, en tout cas. L'avalement a complètement dysfonctionné, on n'a pas d'autre résistance avant, donc là, plutôt haussier sur le Dow Jones pour aller chercher la borne haute. Et si on fait un petit détour sur les futurs, on est encore bien dans le vert. Voilà, progression de plus 0,5. Donc, direction 29 100 points. En tout cas, ça semble bien parti. Pareil, hein, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Tant qu'on garde cette dynamique, eh bien, il faut se positionner dans le sens de la tendance. Alors oui, on a peut-être un biseau en formation juste ici, mais on pourrait très bien évoluer dans ce biseau jusqu'à la borne haute de ce range. Donc faire des va-et-vient entre les deux bornes et puis continuer à grimper un peu en mode crabologie pour aller chercher cette fameuse oblique haute et peut-être ici attendre soit un signal de retournement, soit une sortie de ce biseau ascendant. L'euro-dollar. Alors en daily, le support tient, mais là, il faut qu'on sorte de cette zone de compression. Là, ici, là. Ce niveau de support avec cette MM50 et cette Kijun ici, là, une fameuse zone, 1,1745, 1,18, là, c'est vraiment de l'indécision. Faut que le marché prenne une décision claire. Au-dessus de 1,18, pour moi, on aura un signal technique pour aller chercher les 1,1875. Enfin, redémarrer comme l'annonce, comme le veut au moins cette sortie de canal baissier. À l'inverse, si on réintègre par le bas, plutôt une dégringolade en direction des 1,1590. Mais c'est vrai qu'à court terme, sur l'eurodoll, pareil, on est capé par une MM50, une MM200, et là c'est la MM50 daily juste au-dessus, la Kijun. Donc, patience. Il faut encore s'armer de patience sur l'euro-dollar pour confirmer potentiellement un signal à venir. Mais en tout cas, la dynamique voudrait que l'on déclenche une nouvelle jambe de hausse suite à cette sortie de canal haussier qui marque un peu la fin de la dynamique baissière et de la consolidation qu'on a pu avoir. L'euro pourrait de nouveau déclencher une nouvelle jambe de hausse. Mais pour cela, il faudrait tout simplement qu'on break les anciens plus hauts et qu'on casse véritablement les obstacles qui ralentissent actuellement les prix. Et cela permettrait d'avoir un véritable signal technique sur la paire. Le NZD-CAD, on en parlait hier, eh bien, épaule, tête, épaule, validé. Avec pullback dessus ce matin, belle bougie flux lors de la cassure. Un objectif théorique qui se situe donc aux alentours de 0,8550. Est-ce que ce niveau correspond au niveau de support? Oui, tout à fait, en plus, pile poil. Voilà, juste ici. L'alignement de toutes les mèches et les bodies. Beau niveau de support à 0,8555 à peu près. Niveau intermédiaire, 0,8615. Donc là, cette figure validée, on est venu faire le pullback ce matin. Pour le moment, ça se stabilise. Mais techniquement, cela ouvre la voie à une dégringolade en direction du premier support, 0,8615. Et puis derrière, si ça cède,
eh bien, on abaisse son stop et on va chercher l'objectif final qui, lui, se situe à 0,8555. Le gold, donc les matières premières maintenant. Toujours au même stade finalement. On travaille la résistance, on se stabilise, on est sur support hebdo. 1880, oui, c'était les niveaux des clôtures et de la mèche qu'on avait juste ici. Donc, Kijun qui remonte en plus et qui vient soutenir les prix. Pareil, on n'est pas venu la tester, mais bon, elle fait office de support. Elle permet de cadrer un peu cette dynamique. Mais sinon, le sentiment qu'on consolide dans un biseau, toujours. Et que seule la sortie, eh bien, donnera le point de départ du prochain mouvement directionnel. Mais pour l'instant, il n'y a rien à faire. On peut très bien avoir une nouvelle jambe de baisse pour venir taper la borne basse, finalement. On peut très bien descendre jusqu'au 1700, 1800, c'est aussi possible. Donc, la consolidation, pour le moment, eh bien, dure. Et le signal technique se fera par la cassure de l'oblique. C'est vrai que ce serait propre qu'on ait une cassure assez rapidement pour qu'on puisse casser l'oblique et à la fois le niveau de résistance. Donc ici, c'est vrai que ça aurait cela aurait été intéressant si on avait eu une cassure à ce niveau-là, puisqu'on aurait cassé oblique et résistance. Là, on va voir un peu, ça va se faire en deux temps. Mais voilà, ça consolide souvent dans des figures chartistes, l'or, par le passé, comme vous pouvez le voir. Ici, un biseau, ici un triangle, ici un biseau, ici un triangle, ici un range, ici un biseau. Donc voilà, on a l'habitude, très technique l'or. Pour celles et ceux qui pratiquent l'analyse technique, enfin, pour les chartistes purs, je trouve que l'or est très intéressant, très propre graphiquement, respecte bien ses niveaux, plutôt facile à trader, j'ai envie de dire, comme actif. Mais voilà, il faut prendre son temps et laisser le marché venir à soi, encore une fois. Et donc là, ce sera par la cassure du biseau. En données 4 heures, bon, je peux descendre sur les unités de temps inférieures, mais on n'a pas plus d'informations que ça, si vous voulez. Donc, pour le moment, je reste focus surtout sur l'échelle daily et hebdomadaire. Le Brent, dans le range, toujours dans le range. Test MM200, bas du nuage MM50. Donc, objectif, c'est d'aller chercher les 43,40. Et puis, on fera le point une fois que le marché sera arrivé sur cette zone de prix. Mais bon, on n'est pas assez haut pour que ça devienne intéressant. Le niveau que j'attends, c'est les 43,40. 43,40, 43,50. Et ici, on fera le point. Est-ce qu'il va nous valider un double bottom, repartir de l'avant et casser cette fameuse zone à 44,5, ou finalement, stratégie de ping-pong entre les deux bornes et une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. On peut toujours affiner en données 4 heures, mais c'est exactement le même constat. On est dans un range. Certains y verront peut-être une petite épaule, tête et épaule inversée. Autant la première épaule est jolie, autant la deuxième épaule est un peu raplapla. Mais ça s'y prête. Ça s'y prête. On va l'ajuster comme ça. Épaule, tête, épaule inversée. Pourquoi pas? Je préfère quand même partir dans l'idée qu'on est dans un range. Et effectivement, si on casse la borne haute, oui, avoir une nouvelle impulsion et dans ce cas-là, franchir cette fameuse résistance. Pour l'instant, il n'y a rien à faire sur le pétrole. En revanche, le light, lui, pas évident. C'est vrai qu'on a l'impression aussi qu'on est sorti du triangle descendant et qui va nous déclencher une nouvelle jambe de hausse. Voilà.
On avait un magnifique triangle descendant et on est venu breaker hier. Et là, on semble confirmer. Pareil, hein, si on franchit cette MM50, techniquement, ça devrait permettre de reconquérir l'ancienne résistance vers les 42,2. Pareil, j'ai pas évident de savoir si on va partir dans un range. C'est vrai que ça ressemble à un triangle. Autant le Brent, on a un range bien précis, autant sur le WTI, j'ai pas voulu mettre le range. Certains y verront aussi un range comme cela. Et donc, risque de bull trap si vraiment on est dans un range et que c'est pas un triangle. C'est pour ça que le pétrole, je trouve pas évident comme actif à trader actuellement. Autant il y a des paires de forex qui sont plus intéressantes, certains indices aussi, autant le pétrole pour le moment, soit ça réagit aux news concernant les ouragans qui viennent frapper les côtes américaines. Derrière, ça se reconnecte avec les fondamentaux de l'épidémie de Covid qui va pénaliser la demande à venir. Les prévisions plutôt sombres de l'OPEP pour les mois et les années à venir concernant le pétrole. Mais le marché veut y croire. De toute façon, le marché est porté par l'espoir. Depuis de nombreuses semaines, depuis de nombreux mois maintenant, et donc c'est l'espoir avant tout qui porte les marchés. Et là, on a l'impression que sur le pétrole, c'est un peu la même chose. C'est l'espoir qui porte les prix vers de nouveaux plus hauts, en tout cas, même si actuellement le baril de pétrole est quand même assez élevé vu la situation actuelle avec le Covid tout simplement et les nouvelles prévisions de l'OPEP qui sont quand même, je ne dirais pas sombres, mais qui ne sont pas spécialement encourageantes et qui ne donnent pas non plus envie d'acheter du pétrole pour aller chercher voilà, des nouveaux plus hauts en direction des 50, voire des 55 à moyen terme. Ce serait totalement illusoire d'espérer avoir un retour du baril du pétrole sur les niveaux des 60 ou des 62. C'est juste, je dirais pas impossible, parce que rien n'est impossible, mais ce serait vraiment, c'est une utopie, selon moi. Plutôt, je verrais une stabilisation du pétrole à moyen long terme. Là, on se fait quand même une belle euphorie. Et sur le moyen long terme, je verrais une stabilisation. Vraiment dans un gros range, un peu comme ici, qu'on stabilise. Voilà un peu mes perspectives sur le pétrole, mais un baril de Brent ou même de WTI à 60, 65, je pense que c'est un doux rêve et que on n'est pas prêt d'y revenir de sitôt, en tout cas. Surtout tant que la crise du Covid ne sera pas terminée. Plutôt un énorme range à venir. Et pourquoi pas partir dans un range quasiment comme cela. Peut-être. Faire un énorme range, finalement, entre 43 et 36. Je pourrais même l'ajuster un peu mieux, mais le nuage qui se met totalement à plat, c'est vrai que un scénario que je n'ai pas encore mis à jour, mais ça en prend le chemin en tout cas. C'est vrai que finalement, cet énorme range que j'anticipe pourrait se mettre comme ça et avoir un énorme range de stabilisation entre 43,5. Il faudra s'amuser à vendre à chaque fois au plus haut ici et se positionner en bas. Mais pour le confirmer, ce serait bien d'avoir un deuxième point de contact. Là, on est vraiment dans l'anticipation parce que le nuage se met à plat. Mais si deuxième point de contact est échec, alors confirmation du range de moyen terme à venir sur le pétrole. Le BTC, rien à dire sur la crypto. On a l'impression qu'on est comme ici. Des petites bougies, pas de flux, pas de volume, rien. Suite à une dynamique haussière, stabilisation. Et là, même constat, stabilisation. Il se passe absolument rien depuis le 25 septembre. Complètement léthargique la crypto.
Donc là, ce qui va m'intéresser, ça va être la touchette vers la borne basse du canal. Si on a une touchette réaction des prix, ça deviendra intéressant. Si au final on traverse ce canal de façon latérale, comme je vous le disais hier, c'est juste, ça n'aura aucune importance. Enfin, je n'accorderai pas beaucoup d'importance à cette sortie de canal, puisque ce sera une sortie via le temps du canal et pas une sortie via l'action des prix. Donc ça, c'est très important. Donc pas très pertinent. Et on sera toujours dans cette phase de latéralisation, et puis j'enlèverai le canal haussier qui ne servira plus à rien. Donc à surveiller, toujours le niveau de support, proche de l'oblique basse du canal, sinon le niveau des 11 200 pour confirmer ce double bottom qui n'est toujours pas invalidé, qui permettrait de donner un nouveau souffle à la crypto pour aller chercher les 12 000 points. Mais à très court terme, en tout cas, même en données 4 heures, il n'y a absolument rien à faire. Soit on essaye de se rapprocher au plus près de la borne basse et du support pour tenter quelque chose, soit on attend la cassure des 11 100, 11 200 $. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien du briefing dans la description de la vidéo. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.